Point de vue, quel avenir politique pour Marine Le Pen? La question se pose plus clairement que jamais depuis que le parquet a requis hier soir 2 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité à son encontre. Dans le cadre de l'affaire dite des assistants parlementaires du FN ex-RN, nous en parlerons du RN ex-FN, nous en parlerons avec Guillaume Roquette. Nous reviendrons également sur le climat extrêmement tendu dans lequel doit se tenir ce soir ce match au Stade de France, match hautement symbolique entre l'équipe de France et Israël. Par quoi la réforme de l'État doit-elle passer en France? L'économiste et président de l'Institut Sapiens, Olivier Babot, sera avec nous. Il nous donnera également son point de vue sur la nomination d'Elon Musk à la tête d'un grand ministère chargé de l'efficacité gouvernementale aux États-Unis. Et puis comment meurent les grands écrivains? C'est la question que s'est posée le journaliste au Figaro Robin Nitto dans son livre La plume et le tombeau. Son pari, deviner d'une manière ou d'une autre comment ils ont annoncé dans leur œuvre la fin qui les attendait. Il nous en parlera, ce sera en troisième partie. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Guillaume, 5 ans de prison et une peine d'inéligibilité à exécution provisoire requis contre Marine Le Pen dans le cadre du procès des assistants parlementaires du RN ex-FN. Marine Le Pen, qui est donc accusée d'avoir détourné des fonds du Parlement européen au profit de son parti pendant plusieurs années. On va en parler ensemble. Guillaume, on écoute d'abord la réaction de la principale intéressée, la députée chef de file du RN, Marine Le Pen, qui réagissait dès hier soir à sa sortie du tribunal. Je pense, encore une fois, une des parties qui démontre une volonté du parquet qui est celle, en réalité, de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. En fait, c'est ça, l'objectif, c'est ça. On sent bien que tout ça avait peu d'intérêt pour le parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Elle joue clairement la carte du réquisitoire politique. Que vous inspire, Guillaume, cette ligne de défense ? Je pense que d'abord elle était attendue, puisque évidemment Marine Le Pen avait tout intérêt à se politiser cette histoire et à se victimiser. C'est un sujet compliqué. On avait un petit peu les mêmes réflexions au moment de l'affaire Fillon. Vous vous souvenez, oui. François Fillon, candidat à l'élection présidentielle, c'était en 2017, et cette affaire qui sort opportunément des emplois présumés fictifs, enfin qui l'ont été puisque la justice l'a condamné, de son épouse. Sur le fond, moi ce que je pense, c'est que d'abord, les responsables politiques ne doivent pas être au-dessus des lois. Et le problème, le sujet plutôt, c'est la proportionnalité entre la sanction et l'acte. Dans le cas de l'affaire des emplois présumés fictifs du Rassemblement national au Parlement européen, je considère pour ma part que c'est une infraction dont la gravité n'est pas suffisante pour entraîner l'inéligibilité d'éventuelles personnes reconnues coupables, en l'occurrence Marine Le Pen ou Louis Alliot. Donc ce réquisitoire, selon vous, il est trop sévère? Alors je pense que ce réquisitoire est trop sévère. D'abord, il ne s'agit que d'un réquisitoire, donc on n'est pas en train de réfléchir là ou de raisonner sur une sanction qui n'a pas encore eu lieu. Vous avez raison de préciser qu'elle n'est pas condamnée à ce stade, il y a encore 2 semaines de procès. Et évidemment, l'avocat de la défense va maintenant pouvoir évoquer ses arguments. Absolument. Je pense qu'il faut en revenir. Vous voyez, je ne suis pas dans le tout ou rien. C'est-à-dire que je pense qu'il faut revenir au fond du sujet, c'est-à-dire le Rassemblement national s'est servi des attachés parlementaires payés, des assistants parlementaires payés par le Parlement européen pour faire fonctionner le parti. Je vais peut-être vous choquer, mais moi, sur le fond, je trouve ça anormal, mais je ne trouve pas ça scandaleux. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les partis politiques contribuent à l'expression de la vie démocratique. Ils sont d'ailleurs reconnus comme tels dans la Constitution. Les partis, je crois que c'est à peu près d'ailleurs cette phrase-là. Alors, certes, ça n'est pas le cas pour le Parlement européen. Donc, Madame Le Pen n'avait pas le droit de faire ça. Mais le fait que les gens qui travaillent avec des élus du Rassemblement national participent au fonctionnement
du Rassemblement national, ça me paraît pas quelque chose d'inadmissible. Mais ça n'est pas permis par la loi. Non, ça n'est pas permis par la loi. C'est la raison pour laquelle, je ne serais pas choqué qu'il y ait une peine. Le sujet, c'est l'inéligibilité. Parce que là, il me semble qu'on est sur un registre davantage moral. C'est-à-dire, en gros, vous dire, vous ne méritez plus de vous présenter devant les Français. Je faisais la comparaison avec l'affaire Fillon. Il n'y a pas eu pendant la campagne présidentielle, il n'y avait pas eu le jugement. Donc François Fillon était poursuivi, il y avait eu une enquête préliminaire, mais il n'avait pas été condamné. Là, Madame Le Pen pourrait être condamnée à ne pas pouvoir se présenter en 2027. S'il y avait eu un cas d'enrichissement personnel, c'est-à-dire si les attachés parlementaires du Rassemblement national avaient servi je ne sais pas moi, aller à s'occuper des enfants de Marine Le Pen. Là, ou si elle avait détourné l'argent fourni par le Parlement pour des dépenses personnelles. Là, l'inéligibilité ne m'aurait pas choqué. Mais il me semble, encore une fois, que le mot-clé, c'est la proportionnalité et que il doit y avoir sanction si elle est reconnue coupable, mais je pense que l'inéligibilité est une sanction excessive et surtout c'est indémerdable, si vous me permettez ce mot un peu familier, parce que de toute façon, quoi que la justice décide, elle sera accusée d'être politisée. Donc il aurait, je pense, fallu exclure cet élément d'inéligibilité. Et d'ailleurs, si vous me permettez, je vais faire un tout petit rappel historique. Pourquoi est-ce qu'il y a une sanction de type prison plus inéligibilité? Pourquoi est-ce que c'est lié? C'est lié depuis la loi Sapin 2, qui est une loi qui a été votée sous François Hollande pour essayer de faire oublier, entre guillemets, le scandale majeur qu'était l'affaire Cahuzac, sur le thème « plus jamais ça ». Mais donc cette loi Sapin 2, cette peine d'inéligibilité, elle avait été prévue pour répondre à des cas de figure de type Cahuzac, où là, il y avait clairement la dissimulation fiscale pour un ministre du budget, plus des mensonges réitérés. On n'est pas dans ce cas de figure-là. C'est pour ça que je trouve que c'est excessif. Et en ce sens, vous avez raison de rappeler cette loi Sapin 2. En ce sens, ce réquisitoire du parquet, il n'est pas surprenant. Non, il n'est pas surprenant parce que effectivement, il y a une sorte pas d'automaticité. L'automaticité, enfin, je veux dire, il y a une liaison entre les deux sanctions, c'est-à-dire la condamnation va avec l'inéligibilité. En revanche, ce qui ne va pas forcément ensemble, c'est le fait que cette inéligibilité ne soit exécutoire immédiatement et donc ne soit pas suspendue par l'appel. C'est ça aussi qui frappe beaucoup les gens. Alors précisément, dans tous les têtes de cette présidentielle de 2027, aujourd'hui, la candidature de Marine Le Pen, elle est clairement menacée. Oui, elle est clairement menacée parce que Marine Le Pen peut se retrouver interdite d'élection et elle ne pourra pas passer par-dessus. Donc effectivement, c'est un moment essentiel pour le Rassemblement national et c'est une pression gigantesque sur le tribunal qui va devoir prendre cette décision, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il appartient à un tribunal, et je crois qu'il y a 3 juges, de prendre une décision qui est aussi lourde démocratiquement. Et moi, je pense que ce n'est pas le cas. De la même façon que je pensais en 2017 que l'action contre François Fillon aurait dû s'interrompre le temps de la campagne présidentielle. Si les Français considèrent qu'il est choquant moralement d'avoir utilisé les attachés parlementaires pour faire fonctionner son parti, eh bien qu'ils le disent dans les urnes, mais ce gouvernement des juges, je dirais une fois de plus, m'inquiète. Eh bien, il y en a un qui partage votre point de vue, en tout cas sur ce cas précis de Marine Le Pen, c'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui a réagi tout de suite après l'annonce de ce réquisitoire hier soir. L'ancien ministre de l'Intérieur qui réagit sur Twitter, voici son tweet qui affirme donc qu'il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible. Combattre Marine Le Pen se fait dans les urnes et pas ailleurs. Si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans l'expression du peuple.
un soutien, Guillaume, pour le moins inattendu. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, certains mauvais esprits soupçonnent Gérald Darmanin de quelques arrière-pensées. Politique, en considérant, par exemple, que Marine Le Pen n'est pas la candidate la plus dangereuse. Et que donc, il faut mieux que ce soit elle que, par exemple, un Jordan Bardella. Je ne sais pas si tout ça est vrai, ce sont des conjectures. On parle aussi de sa volonté peut-être d'aller siphonner, comme on dit, les électeurs de Marine Le Pen. Absolument, en apparaissant comme étant leur défenseur. Même si, sur le fond, Gérald Darmanin, et c'est tout à son honneur, a toujours eu une position politique claire. Et lui, il est absolument contre la main tendue au Rassemblement national. Mais vous êtes d'accord avec ces arguments ? Oui, je suis relativement d'accord. Gérald Darmanin pense aussi qu'il faudrait dissocier, si vous voulez, la condamnation proprement dite de l'inéligibilité. Et je pense qu'effectivement, dans ce cas de figure, c'est assez logique et que l'inéligibilité devrait être réservée au cas d'enrichissement personnel frauduleux. Je voudrais revenir, si vous voulez bien, un instant sur cette affaire. Je vous en prie. C'est que le Rassemblement national a toujours eu des difficultés à se financer. C'est-à-dire que c'est un parti qui avait un succès populaire important, avant même d'avoir les 11 millions de voix qu'il a eu aux dernières élections cet été, mais pour des raisons de positionnement politique, il n'arrivait pas à se financer. J'ai vu moi-même des lettres de refus de toutes les grandes banques françaises disant « Écoutez, on est désolé, mais on vous prête pas d'argent », alors même que... par ses élus, le RN était capable de rembourser cet argent. Et ce qui avait entraîné d'ailleurs un financement auprès de la Russie qui avait fait polémique. Donc qu'un parti politique, entre guillemets, fasse avec les moyens du bord, c'est-à-dire en l'occurrence utilise des collaborateurs pour faire fonctionner le parti, certes ça n'est pas normal, c'est pour ça que ça ne me choque pas, mais ça s'explique par ce contexte, voyez-vous, c'est pas comme si ça avait été un parti qui regorgeait d'argent et qui aurait pu se payer à l'époque tous les collaborateurs dont il avait besoin. Ça renvoie selon vous à la question plus large du financement de la vie politique, sans parler uniquement du Rassemblement national. Oui, je crois que effectivement ce financement, alors il a quand même été aujourd'hui très largement facilité. D'ailleurs cette affaire est une affaire qui est ancienne. C'est pour ça qu'on parle du FN, parce qu'à l'époque, ça n'était pas encore le Rassemblement national. Mais je constate que d'autres partis, comme le MoDem aussi, ont été poursuivis par la justice pour ce genre d'affaires, même si il y a eu, notamment pour François Bayrou, il n'y a pas eu de suite de condamnation. Mais c'était une pratique. Ça n'excuse pas, mais en tout cas, ça montre que ça n'était pas quelque chose d'absolument unique en son genre. Et je précise que c'est notre question du jour sur lefigaro.fr. Jugez-vous ce réquisitoire trop sévère? Vous n'hésitez pas à voter en ligne sur lefigaro.fr. Et la réponse, le résultat de cette question à retrouver demain matin dans l'édition papier du Figaro. Une autre actualité forte aujourd'hui, Guillaume, ça se passe du côté du Stade de France à Saint-Denis, ce match France-Israël dans le cadre de la Ligue des Nations. Rencontre à haut risque qui dépasse largement le cadre sportif. Les responsables politiques sont présents, Emmanuel Macron, ses prédécesseurs, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Michel Barnier sera également dans le stade. Gros dispositif de sécurité. Est-ce que le gouvernement n'en fait pas un petit peu trop autour de ce match ? Non, je ne le pense pas. Vous avez vu ce qui s'est passé à Amsterdam il y a quelques jours avec des supporters israéliens qui ont été pourchassés. Il y a une tension considérable autour de la situation d'Israël aujourd'hui. Il y a eu hier une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes contre la tenue d'un gala pro-israélien auquel aurait pu participer un ministre qui est favorable à une colonisation massive des territoires palestiniens. Donc il y a des tensions considérables. Je pense que le gouvernement a raison de ne rien céder. Il me semble que on ne peut pas accepter ce que Gérald Darmanin avait appelé en son temps un antisémitisme d'atmosphère. Donc il faut mieux en faire trop. Je pense qu'il n'y aura pas d'incident. Je peux me tromper, mais le dispositif est tellement verrouillé, le niveau de contrôle est tellement élevé. En plus, il n'y aura pas grand monde, je crois, dans le stade. 15 000 personnes sont attendues. 15 000 personnes, c'est alors très qu'on peu peut en par mettre rapport aux 80 000. Voilà. Exactement, on peut en mettre 80 000 dans le Stade de France, ce qui veut dire concrètement que le personnel de sécurité aura du temps pour fouiller les supporters et s'assurer qu'il n'y ait pas d'équipement qui puisse être dangereux. Je pense qu'il est heureux qu'il y ait cette manifestation forte. Il fallait la maintenir. Oui, il fallait la maintenir. Je suis heureux qu'il y ait d'anciens présidents de la République. Je trouve que François Hollande se montre moins ambigu en allant à ce match qu'il l'a été quand il a accepté le soutien de la France Insoumise pour se faire réélire député. Donc, on va dire que c'est peut-être une prise de conscience tardive,
juive, mais après tout, ça vaut mieux que pas de prise de conscience du tout. Et on l'a dit, 4000 policiers et gendarmes qui seront donc déployés aux abords du stade et dans les rues de la capitale ce soir. Malgré tout, le président du Conseil des institutions juives de France, Jonathan Arfi, qui se dit inquiet, vigilant. Vous comprenez cette inquiétude du président du CRIF, mais de toute la communauté juive en France? Bien sûr que je la comprends, parce que il y a une multiplication des incidents, des agressions antisémites. On le voit, les chiffres sont extrêmement spectaculaires. Il y a une instrumentalisation par l'extrême gauche, par la France insoumise, en particulier du conflit entre Israël et Gaza, et cette pression, elle rejaillit sur les Français juifs, comme ça n'a jamais été le cas. Et dans un pays qui compte la principale communauté juive en Europe, c'est extrêmement inquiétant. Honnêtement, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer, ce genre de polémique, ce genre d'inquiétude et ce type de tension. Je pense que ça nous montre vraiment à quel point la France insoumise est un parti dangereux, parce qu'il monte les Français les uns contre les autres. Merci beaucoup Guillaume Roquette, merci d'être venu nous aider à analyser les enjeux autour de ce match et puis de cette réquisition donc contre Marine Le Pen. En couverture du Figaro Magazine ce week-end, ses parents qui reprennent le contrôle face à la dépendance aux écrans de leurs enfants. Votre journaliste Jeanne Sénéchal a recueilli les témoignages de 200 parents. Résultats et analyses à retrouver dans vos pages ce week-end. On me dit dans l'oreillette que notre invité suivant va arriver dans quelques instants. Guillaume, ça tombe bien, j'avais d'autres questions à vous poser autour de ce match, Guillaume, sur l'aspect symbolique autour de ce match, parce qu'on l'a dit, l'aspect sportif finalement, il est vraiment minoritaire, il est mineur dans ce match. C'est un match de Ligue des Nations, France-Israël. On a l'habitude de voir des gros dispositifs de sécurité, notamment sur par exemple des Marseille-Paris-Saint-Germain, ce genre de match où on sait qu'il y a des grosses tensions entre supporters. Là, ça en dit loin quand même sur l'aspect du débat qu'il y a en France autour de ces thématiques, autour de l'antisémitisme. Oui, parce que la France a une situation, le gouvernement français et le président de la République ont une position qui n'est pas simple. Israël est notre allié. Les membres du gouvernement le disent et le redisent, Michel Barnier aussi. Il y a une critique qui est tout à fait compréhensible, même si je ne la partage pas entièrement, de la façon dont Israël mène la guerre à Gaza, mais il y a parfois des ambiguïtés de la part du président de la République vis-à-vis justement du caractère d'allié d'Israël par rapport à la France. Quand Emmanuel Macron dit il faut arrêter de fournir des armes à Israël, ça veut dire il faut laisser le Hamas et le Hezbollah remporter ces guerres, parce que je rappelle qu'Israël se défend d'agressions qu'il a subies et le 7 octobre de la part du Hamas et depuis un an de la part du Hezbollah qui a envoyé plusieurs milliers de munitions de roquettes. Voilà, sur la population israélienne au nord du pays, entraînant d'ailleurs le déplacement de plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens. Et comme Emmanuel Macron laisse planer une forme d'ambiguïté, comme il a quand même employé le terme de barbarie en laissant entendre que c'était comme ça qu'on pouvait qualifier certaines des actions d'Israël, il est normal que la tension monte. Je pense que la France devrait être plus claire et moins ambiguë, en tout cas le président de la République, parce que là je différencie l'action d'Emmanuel Macron et celle du gouvernement dans son soutien à Israël. Merci beaucoup Guillaume Roquette, merci. À retrouver donc le Figaro Magazine avec votre éditorial évidemment en kiosque ce week-end. On parlait tout à l'heure de l'avenir politique de Marine Le Pen, avenir incertain. Eh bien c'est tout l'inverse qui se passe outre-Atlantique pour un certain Elon Musk, le milliardaire qui va donc être à la tête d'un ministère chargé de s'attaquer aux millefeuilles bureaucratiques américains dans la prochaine administration Trump. Il a reçu les félicitations du ministre français de la fonction publique, Guillaume Kasbarian. Mais face au tollé suscité par cette réaction, la porte-parole du gouvernement, Maud Brejon, a tenté d'éteindre l'incendie. On l'écoute. Elon Musk et le gouvernement de Donald Trump qui est en train de se constituer ne sont pas des inspirations pour le gouvernement et il ne faut y voir aucune convergence, il n'y a pas de surinterprétation à faire. Mon collègue Guillaume Kasbarian est évidemment, et vous le savez, extrêmement mobilisé, et ce depuis des années, sur la nécessité de simplifier et de débureaucratiser l'administration française. Pour autant, encore une fois, pas de surinterprétation. Il a félicité son homologue et ça s'arrête là. Merci.
Maude Brejon, la porte-parole du gouvernement qui s'exprimait hier midi à l'issue du Conseil des ministres. Bonjour Olivier Babot. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Économiste, président de l'Institut Sapiens. Il n'y a pas de surinterprétation à faire. C'est ce que dit en tout cas Maude Brejon. Maude Brejon, porte-parole du gouvernement, en réaction à ce tweet du ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, tweet rédigé un petit peu plus tôt dans la matinée hier, dans lequel il affirme, voici, j'ai hâte de partager les bonnes pratiques pour réduire l'excès de bureaucratie, la paperasse, pour repenser les organisations publiques au bénéfice de l'efficacité des fonctionnaires. Est-ce que vous comprenez, Olivier Babot, la polémique que ces propos ont suscité en France ? Oui, parce que d'habitude, la réforme de l'État, on pourrait dire, est censée être une idée d'avenir, mais une idée d'avenir qui est censée le rester pour toujours. Un sujet qui fait plutôt l'unanimité ? L'unanimité, c'est plutôt une forme de statu quo en pratique, parce que des réformes vraiment ambitieuses, en réalité, on en a à peine les idées, en fait. Même les idées ne sont pas là, même le projet. On a du mal à la mettre en œuvre, cette réforme. Exactement. Le fait que le ministre de la transformation publique, ou de la réforme publique, ou de la simplification, Kasbarian en l'occurrence, réagisse à ce qui paraît pour nous, en tout cas pour certains, pas pour moi personnellement, mais pour nous en France, quelque chose d'absolument incroyable, quasiment du domaine de la fiction. On lirait ça dans un roman, Elon Musk qui prend la tête de la réforme de l'État aux États-Unis. On n'y croirait pas. Le fait que la France réagisse, tout d'un coup, on a l'impression que nous-mêmes on fait irruption dans quelque chose qui est un petit peu incertain et qui nous fait peur. Parce que la réalité, c'est que pour beaucoup de gens, ce qui se passe aux États-Unis nous fait un peu peur, nous fascine, peut-être dans le double sens du mot fascination. C'est-à-dire qu'on est à la fois on a envie de regarder, on est totalement dans l'attente de ce qui va se passer, et en même temps on est un peu terrorisé, un peu effrayé. Par évidemment les personnalités pour le moins disruptives, en tout cas d'Elon Musk. Pourquoi il fait ça, Guillaume Kasbarian ? Pourquoi est-ce qu'il a réagi comme cela, selon vous ? Je crois que Guillaume, c'est de la provocation. Alors il y a un peu de provoque, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui va beaucoup réfléchir au sens où il va essayer de faire de la communication ciselée. C'est depuis le moment où il était ministre du Logement, on a vu qu'il a fait quand même passer des choses importantes sur la loi anti-squat, par exemple. C'est un ministre courageux, c'est un ministre qui ne cache pas ses convictions libérales. Pas libertarienne, mais libérale, vraiment. Et donc c'est un ministre qui, dans cette fonction assez quasiment à contre-emploi, un ministre de la fonction publique en général, c'est quelqu'un qui vient arrondir les angles, c'est quelqu'un qui vient mettre beaucoup de crème, qui vient discuter avec les syndicats et puis essayer d'éviter que ça se passe trop mal. Là, lui, il arrive vraiment là-dedans. Il arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est son style, il l'assume. Moi, je trouve ça assez enthousiasmant. Et précisément, vous évoquez son côté libertarien. C'est pas vous que ça va choquer. Est-ce que sur libéral, le fond, peut-être plus. Libéral, pardon. Oui. Est-ce que sur le fond, il a raison d'affirmer vouloir s'inspirer des méthodes d'Elon Musk, dont on sait qu'elles sont contestées outre-Atlantique ? D'abord, on va attendre de voir ce que va faire Elon Musk, parce que c'est quand même, pour l'instant, assez mystérieux, même si on peut être sûr qu'il n'est pas venu uniquement pour faire tapisserie. C'était pas tout à fait l'habitude de Musk. Mais enfin, on attend quand même de voir. C'est pas tout à fait la même chose. L'État, une administration, et puis une entreprise dont vous êtes le propriétaire. C'est quand même assez différent. Très intéressant d'imaginer que quelqu'un qui veut réformer la fonction publique puisse essayer de prendre des meilleures pratiques, prendre des idées là-dedans. Ça veut dire qu'on est là dans des réformes qui ne seraient pas du tout des réformes de surface, qui seraient des réformes extrêmement profondes, de remise en cause du fonctionnement de l'État, bien sûr pour aller dans le sens d'une plus grande efficacité. Je crois qu'on ne peut que signer des deux mains. Qui aujourd'hui peut penser que l'État va bien, que l'État se porte bien, que tout est optimal, que le consommateur, le citoyen en a pour son argent, le contribuable citoyen en a pour son argent. Qui peut imaginer qu'il n'y a pas des profonds changements à faire ? On a une fonction publique territoriale qui, depuis les années 90, en 30 ans, a augmenté de 44%, alors qu'on n'a pas tout à fait l'impression que les services publics sont plus présents, mieux représentés et qu'on est mieux administrés. Il y a un problème dans le fonctionnement de l'État, c'est quand même bien qu'on ait enfin un ministre qui ait l'impression d'avoir envie de faire quelque chose. Alors maintenant, peut-il politiquement, dans un gouvernement dont on sait qu'il est structurellement relativement affaibli dans sa capacité à faire passer les idées, ça sera autre chose. Que vous inspire ce rôle joué par Elon Musk dans la campagne de Donald Trump, dans la future administration Trump ? On connaissait l'industriel, l'homme d'affaires à succès, et aujourd'hui on va donc découvrir l'homme politique.
Qu'est-ce qui l'a poussé à investir le champ politique, selon vous ? Elon Musk, c'est vraiment le capitaine d'industrie le plus fascinant de ces 100 dernières années, peut-être encore plus. Et il n'a pas fini sa carrière, puisqu'il est relativement jeune. Déjà, il a un bilan assez incroyable. Quand Elon Musk arrivait quelque part, au début, les gens riaient de ses prétentions. Aujourd'hui, plus personne ne rit. Personne ne rit parce qu'il a prouvé qu'il arrivait à faire advenir, par exemple dans le spatial. Par exemple, c'est moins connu avec Starlink dans les communications, les télécoms. Aujourd'hui, il est en train de développer le plus grand réseau mondial de satellites, loin devant tout le monde, avec une capacité derrière à faire fonctionner des robots, faire fonctionner des voitures autonomes que nous aurons tous et que nous achèterons tous demain. En tout cas, c'est son ambition. Avec une réussite indéniable, mais comme vous le disiez, on ne peut pas diriger, gouverner, ce ne sera pas lui à la tête, mais enfin réformer en tout cas l'administration comme on réforme une entreprise comme Starlink ou comme il l'a fait avec Twitter. Ce sera vraiment complètement autre chose. Je suis vraiment vraiment intéressé de voir. Alors, on ne parle que de l'administration fédérale. Il faut savoir que les États-Unis, comme le nom l'indique, ce sont des États qui sont unis. Donc, il y a quand même des États. C'est pas du tout l'équivalent de nos régions qui sont très très dépendantes avec une centralisation extrêmement forte. Il y a les États gardent une forme d'indépendance. Là, on est vraiment dans la réforme du système fédéral. Il y a deux choses qui sont visées en fait dans la réforme à venir aux États-Unis. Il y a ce qu'ils appellent d'abord l'État profond. L'État profond, ce serait ces hauts fonctionnaires qui, derrière l'action politique, vont quand même diriger de façon clandestine et vont empêcher les politiques de prendre les décisions qu'ils veulent prendre. C'est ça l'idée de l'État profond. Et la deuxième chose, évidemment, c'est l'inefficacité, c'est le gras, c'est les gens qui sont inutiles, c'est la complexité. Et puis il y a un troisième agenda. L'arrivée d'Elon Musk, c'est l'arrivée du transhumanisme, en fait. C'est la prise de pouvoir, en tout cas la prise de capacité de négociation, la prise d'influence, le gain en influence du camp transhumaniste, voire post-humaniste. Les transhumanistes sont les gens qui estiment qu'il faut faire évoluer l'être humain par une forme d'hybridation avec la robotique, avec l'électronique. C'est ce qu'il a commencé à faire, comme vous le savez, avec les implants Neuralink, qui sont déjà implantés sur certains humains. Il y a un risque de conflit d'intérêts malgré tout ? Il y a un risque immense de conflit d'intérêts, d'ailleurs, de façon totalement débridée. D'ailleurs, tous les risques éthiques, tous les risques de conflit d'intérêts, là, il y en a pas, c'est pas seulement pour Elon Musk, d'ailleurs, mais sont assumés avec une ouverture qui est assez stupéfiante. Ça vous surprend encore pas, plus vu de l'Europe. Alors non, dans le sens où on comprend bien que cette victoire assez écrasante en fait de Trump, dans un deuxième temps, avec un retour qui fait que Trump revient, mais de façon beaucoup plus paradoxalement beaucoup plus structurée qu'avant. Voilà. Il est beaucoup plus structuré, il a des équipes beaucoup plus... Davantage de soutien, et puis des soutiens qui ont beaucoup plus réfléchi à ce qu'il voulait obtenir de ce nouveau mandat de Trump. Parce que le premier mandat, il était quasiment inattendu. Ils n'avaient pas réussi à il avait été un peu improvisé, en plus avec des circonstances qui n'étaient pas toujours faciles. Donc ce deuxième, lui, vous arrivez avec beaucoup de gens qui ont soutenu Trump. Trump a eu beaucoup moins de financeurs que Kamala, notons-le. L'argent ne fait pas l'élection, c'est intéressant d'ailleurs à noter, mais en revanche, les gens qui sont derrière Trump ont des agendas qui sont extrêmement clairs. Il y a des agendas plus conservateurs, l'agenda transhumaniste dont je veux parler, des agendas de libéralisation évidemment pro-business. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir la pétulance de la bourse aux États-Unis et du business avec l'arrivée d'Elon Trump. Et précisément de Donald Trump. Voilà. Vous voyez, voilà. Bon, précisément, quand on analyse cette carte électorale et les raisons de ce succès de Donald Trump, on s'aperçoit bien qu'il est allé convaincre les élites américaines, les élites économiques. Comment l'expliquez-vous et quel rôle a pu jouer Elon Musk là-dedans ? C'est vrai que c'était à peu près le seul grand patron de la tech, Elon Musk, qui était républicain et pas démocrate. Intéressant d'ailleurs, il était à l'origine démocrate. Il a été éloigné des démocrates par différentes affaires, par différents problèmes qu'il a pu avoir, et puis évidemment par une vision autour des valeurs. Il y a plein d'interprétations des raisons de la victoire de Donald Trump. L'une, c'est économique, tout simplement. Voilà. L'inflation a été très mal gérée par l'administration Biden. Ça a été très mal vécu par toute une partie de l'Amérique et ça a aliéné une grande partie des soutiens. Ça, c'est la première, le premier niveau d'explication. Deuxième niveau d'explication, c'est un niveau qui serait beaucoup plus
philosophiques et des valeurs, pour le dire clairement, pour le dire rapidement, une sorte d'anti-wokisme face à une administration Biden et puis des façons de communiquer qui se sont, comme on l'a beaucoup dit, vraiment à raison, adressées à des minorités et se sont avant tout intéressés à faire progresser le combat de minorités, ce qui a laissé l'américain moyen très très loin de ses représentations dans la vie, y compris d'ailleurs des minorités qui étaient censées voter massivement démocrate et pas du tout. Et donc ces gens-là, en fait, ont estimé que Donald Trump représentait beaucoup plus ce qu'ils avaient envie de préserver. En tout cas, Kamala et tout ce qu'elle représentait était plutôt une forme d'épouvantail. Ça, ils ne s'en sont pas rendus compte. Très étonnant d'ailleurs, très intéressant de voir que la première élection de Trump avait été tout d'un coup l'éveil à l'idée, vous savez, de bulle cognitive. Tous les journalistes avaient dit, mais regardez, on n'a rien vu venir, on n'avait aucun copain qui votait pour quelqu'un d'autre que Clinton à l'époque, aucun. On connaissait personne qui votait pour Trump, et pourtant il a gagné, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et ben, ce qui est très marrant, c'est que 8 ans plus tard, on n'a toujours rien compris, c'est-à-dire qu'on a recommencé, on a replongé dans les bulles cognitives. Tout le monde était là, en particulier dans les médias, en particulier aux États-Unis, à d'absolument pas voir ce qui était vraiment en train de se passer. Même s'il y a malgré tout, Lévi Babot, un mouvement de fond avec la victoire de Donald Trump et puis de ce duo qu'il forme avec Elon Musk, ce mouvement de fond, justement, cette émancipation, cette offensive des libertariens, on le voit notamment en Argentine avec Javier Milei, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois qu'il est trop tôt pour savoir si c'est un mouvement vraiment mondial, parce que le fait qu'on puisse en citer deux, en fait deux seulement, hein. Bon, il y a quelques d'autres exemples ici et là, mais montre que ça reste quand même l'exception dans un monde où d'abord les démocraties libérales ne sont pas tout à fait le régime n'est pas le régime qui a le vent en poupe malheureusement. On est plutôt dans des formes de démocrature ou des régimes plutôt forts, et puis où c'est pas tout à fait le libéralisme ce qui domine dans absolument tous les pays. En revanche, c'est vrai qu'on a une forme de retour peut-être anti-pseudo-progressiste, parce que les gens qui s'appellent eux-mêmes pseudo les progressistes, mais plutôt un retour des identités, peut-être un retour d'une forme de conservatisme, qui, bizarrement, parce que c'est pas forcément le cas, se marie très bien avec un point de vue libéral. Mais libéral avec, on peut dire, certaines nuances. C'est un libéralisme qui, parfois, bizarrement, est protectionniste. Regardez Trump, c'est pas du tout le libéralisme classique qui est extrêmement libre-échangiste. Hein. On a là, même dans le libéralisme économique, une forme d'incohérence d'ailleurs qui est un peu troublante. Un libéralo au moins un ordo-libéralisme, mais disons un libéralisme conservateur. C'est le cas de Milei d'ailleurs en Argentine aussi. Est-ce que ce mouvement-là peut se transposer en France ? On voit en tout cas ces éléments que vous décrivez. C'est un discours que l'on entend de plus en plus en France. C'est évidemment la grande question qu'on se pose, hein, parce que non seulement ce qui va se passer aux États-Unis a un impact sur la France et puis sur l'Europe, mais aussi souvent les États-Unis sont une sorte de point avancé de ce qui peut se passer en France. Je suis persuadé que ça va avoir une forme de traduction en France, que c'est déjà en train d'avoir une traduction. De quelle manière ? Alors, bon, Rassemblement national est déjà le premier parti, en fait, depuis très longtemps. Il y a déjà une forme de tripartisme avec un centre qui a du mal à trouver une identité. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que de plus en plus, on va avoir une forme de nouveau dualisme avec un centre toujours mou, pas une forme de swing state, mais qui va probablement avoir du mal à trouver une unité pour avoir une forme de représentation unique qui pourrait lui permettre, en réalité, comme ça avait été le cas avec Emmanuel Macron, de prendre le pouvoir. Donc je pense plutôt qu'on va pouvoir osciller vers des scénarios d'arriver au pouvoir de forme d'extrême, comme c'est le cas pour les républicains aux États-Unis, puisque c'est une forme des républicains assez extrême pour ce qu'étaient les républicains autrefois. Il faut le rappeler, il y a une extrémisation, d'ailleurs aussi des démocrates, du monde politique aux États-Unis. Et ben cette polarisation que j'avais décrit dans un essai que j'avais dû écrire il y a 4 ans maintenant sur le nouveau désordre numérique, je montrais que les technologies créent la polarisation économique, sociale et politique. Et ben en fait, c'est toujours ce qui est en train de se passer. Voilà, le monde continue à se polariser pour plein de raisons technologiques, mais pas seulement. Et donc moi, mon pari, c'est que c'est a priori ce qui va continuer à se passer, même si je ne vois pas vraiment d'équivalent de Donald Trump aux États-Unis aujourd'hui. Est-ce qu'Olivier Babot, en France, oui, bien sûr. Est-ce qu'Olivier Babot, ce mouvement, peut-il aller dans le sens d'une réforme de l'État dont on parle et que vous d'ailleurs appelez de vos voeux ?
Alors, je fais très attention à faire une différence entre ce que je souhaite et ce que je prévois, d'accord ? Donc, ce que je souhaite, c'est évidemment une réforme profonde de l'État. Ce que je prévois, c'est qu'elle n'arrivera pas. Voilà. Quoi qu'il en soit. Alors, non, elle n'arrivera pas avant une crise très grave. Voilà. C'est-à-dire que tout est tellement bloqué. Nous dépendons d'ailleurs tellement de l'État que dès qu'on essaye de réformer quelque chose, il y a toujours suffisamment de gens pour expliquer que ça va leur causer problème. Je crois qu'on n'arrivera pas à réformer avant d'être arrivé vraiment à un pied du mur budgétaire que prendrait la forme d'une incapacité, par exemple, à payer nos fonctionnaires, une sorte de d'une crise de la dette, de shutdown, voilà, qui, d'ailleurs, regardez, dans l'histoire, on ne sait vraiment réformer que dans des crises extrêmement graves, révolutionnaires. Encore une fois, je ne le souhaite pas, ça ne me réjouit pas, mais je constate que les blocages français sont tels que, sauf extraordinaire, je ne vois pas comment on arriverait, sans arriver à des moments douloureux, faire ces réformes en profondeur. Voilà. Vous pensez comme certains, comme par exemple François Assin, le président de la CPME, qui dit c'est pas seulement une question comptable, la réforme de l'État, c'est aussi une question d'état d'esprit qu'il faut changer en profondeur. C'est votre point de vue ? Bien sûr. Alors on dit souvent c'est le logiciel, c'est une très bonne image, c'est le logiciel qu'il faut changer, le logiciel d'exploitation. C'est pas seulement changer un pourcentage là, faire travailler un peu plus, mettre un jour de carence, c'est bien, c'est un début, mais c'est une conception même de ce qu'est l'État, de ce qu'est le périmètre de l'État, de la façon dont on doit arrêter de confondre par exemple action publique et fonction publique, ce qui est un grand problème qu'on a en France. Essayer de l'alléger, c'est la première grande réponse. Et puis la deuxième, il ne faut jamais oublier que notre principal problème, c'est le fait que nous n'arrivons plus à soutenir notre régime de protection sociale pour la maladie et pour la retraite en très grande partie. Voilà. Et donc, ça veut dire que là encore, c'est un changement très profond dans notre rapport au travail, parce qu'il faut augmenter notamment notre taux d'emploi. Merci et ça, c'est très compliqué. Merci beaucoup, Olivier Babot. Je rappelle votre dernier livre, La tyrannie du divertissement. Vous étiez venu nous en parler dans Point de vue d'ailleurs. Oui. Et puis surtout sur ce thème que nous venons d'évoquer, votre précédent ouvrage, 2017, L'horreur politique, l'État contre la société. Et vous reveniez précisément sur tous ces enjeux, cette réforme de l'État, donc que vous appelez de vos voeux. Un autre livre à présent, un autre livre sur un thème qui peut par définition paraître funeste, paraître un peu morbide, mais que le journaliste au Figaro, Robin Nitto, aborde avec beaucoup de délicatesse, avec même un petit peu d'humour. Dans La Plume et le Tombeau, la question de la mort. Dans quelle mesure celle-ci éclaire-t-elle l'œuvre des plus célèbres auteurs de la littérature française et européenne ? On en parle avec lui dans un instant. Voici ce que nous disait sur cette thématique, sur ce thème de la mort, Michel Onfray, son rapport à la mort. C'était sur le Figaro TV dans le Club Idée de Gilles Bastille il y a quelques mois. Il y a plein d'interrogations sur le sens du monde, sur la mort, sur les signes que parfois on peut prendre comme des signes envoyés par nos morts. Bon, on le sait, j'ai perdu ma compagne jadis, j'ai perdu mon père que j'aimais beaucoup, et de temps en temps il y a des choses qu'on prend comme des signes. Eh bien, ces signes qu'on n'arrive pas à comprendre, on voit juste qu'il nous est apparu quelque chose qui nous a dit que 3h du matin, une espèce de vision, et puis on apprend qu'à 3h du matin, cette vision, elle correspondait à la mort de quelqu'un qu'on aimait, etc. Et donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que le sacré n'existe pas. Bonjour Robin Nitto. Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste au Figaro, auteur donc de ce livre que je mentionnais à l'instant, La Plume et le Tombeau. C'était aux éditions Salvador, 10 écrivains face à la mort. Vous avez donc exploré les écrits de 10 auteurs, parmi les plus célèbres de la littérature française et européenne. On trouve Arthur Rimbaud, Charles Péguy, Simone Veil, Molière, Saint-Exupéry. Vous êtes interrogé sur leur rapport à la mort, ou plus précisément sur la manière dont la mort de ces auteurs éclaire leur œuvre, dont elle nous aide à comprendre aussi leur parcours. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur la mort ? C'est vrai que c'est un thème qui est quand même souvent jugé repoussoir. Oui, s'il y a une leçon que je retiens de l'écriture de ce livre, c'est que la mort n'a rien de morbide en un sens, ou pris dans un sens médical et anatomique, elle l'est forcément, mais pris dans un sens plus littéraire et vu avec les yeux des écrivains, elle l'est beaucoup moins. On se rend compte quand on lit la biographie d'un écrivain qu'on en sait déjà un peu plus sur lui que lui-même, parce qu'on sait comment il finit. On a lu sa fiche Wikipédia ou autre, et on sait à peu près dans quelle direction il va, et ça donne une autre saveur à la lecture de ces textes. On a tous en tout cas un rapport très personnel à la mort, parce que pour le coup c'est quelque chose qui nous concerne tous, qui nous concernera tous un jour. Comment est-ce que vous avez fait ? Quelle a été votre approche pour que votre livre parle à tout le monde ? Ça n'a pas été très difficile, déjà parce que, comme vous dites, c'est un thème qui est très universel.
universel, on est tous plus ou moins concernés, et d'autre part, prendre le sujet de la mort par le biais des écrivains, ça parle à beaucoup d'entre nous, puisque on les a lus de manière plus ou moins forcée, plus ou moins consentie au collège et au lycée, à travers les classiques, et on a l'impression de les connaître un petit peu, si vous voulez. On a appris à apprivoiser la mort d'un enfant via Demain dès l'aube qu'on apprenait par cœur au collège, donc le poème de Victor Hugo. On sait que c'était un sujet qui lui tenait à cœur, et à travers ça, je pense que à travers ces deux biais-là, on est peut-être plus à l'aise pour aborder le sujet. Et on les connaît en tout cas, ces auteurs, un petit peu mieux après avoir lu votre livre. Arthur Rimbaud, Charles Péguy, Victor Hugo, Simone Veil, Molière, Max Jacob, pour ne citer que. Comment est-ce que vous avez choisi, sélectionné, parce que 10 auteurs, il fallait un peu tailler, décider, choisir. Comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Ça a été la partie la plus douloureuse de la rédaction de ce livre, je pense, parce que pourquoi eux ? Chaque écrivain a quelque chose à nous dire. La mort de chaque écrivain peut avoir quelque chose à nous dire de son œuvre et de sa vie. Et il a fallu choisir des écrivains de diverses époques. Il a fallu mettre des anglophones aussi pour nos voisins. Je pense que dans ces 10-là, on a 10 écrivains dont peut-être le lien entre la vie et la mort et entre l'œuvre et la mort était le plus limpide, finalement. Dans quelle mesure, alors, justement, la mort éclaire-t-elle l'œuvre de ces écrivains ? Eh bien, on s'aperçoit que dans le cas de nombre d'entre eux, il y a un sursaut au moment du dernier soupir, un sursaut qui est, alors s'il n'est pas religieux, au moins spirituel, vers quelque chose, vers la transcendance. Les plus anticléricaux d'entre eux se rapprochent aux derniers instants de l'Église, veulent se réconcilier avec une autorité spirituelle. C'est universel ? Je ne sais pas si c'est universel. Il y a beaucoup d'exceptions, en tout cas, à ce que je dis. Par exemple, Victor Hugo, à la fin de sa vie, refuse, et dit-il, l'oraison de toutes les églises. Il ne veut pas que les églises prient pour lui. Mais il y a un questionnement. Il y a un questionnement, exactement. D'ailleurs, dans son testament, il parle de Dieu. Les écrivains, même les plus anticléricaux d'entre eux, sont rarement de fervents athées. Il y a des découvertes qui vous ont surprise dans l'écriture de ce livre ? On m'a conseillé de découvrir Max Jacob, que je ne connaissais pas et qui est, je crois, assez méconnu. C'est un écrivain qui était... qui est peut-être celui qui m'a le plus surpris. Son parcours est très spécial. Donc il vit au début du XXe siècle. Il est juif et homosexuel, finit par se convertir au catholicisme, mais habite à Montmartre, là où il y a beaucoup de tentations mondaines, notamment par la drogue, etc. Et il se prend tous les soirs à rechuter dans ses addictions, tous les matins à se sentir coupable, aller se confesser, servir la messe, écrire et le soir rechuter. Il le raconte dans ses écrits ? Oui, il résume ça par la formule pécher, pécher, se repécher. Et à la fin, Dieu est dupe. Une forme de cynisme. On peut voir ça comme du cynisme. Moi, je vois ça un petit peu comme la vision d'un enfant qui est persuadé que ses parents n'ont pas vu toutes les bêtises qu'il a fait, ou alors qui triche à l'école. En réalité, les professeurs ou les parents ont été là avant lui, savent très bien ce qui se passe dans leur dos. Et je pense qu'au fond de lui, il savait que Dieu, son Dieu, le Dieu des chrétiens, n'était pas dupe, mais que sa miséricorde était assez grande, en tout cas, pour le laisser servir la messe le lendemain. Et précisément, la mort de cet écrivain va éclairer son œuvre ? Oui, parce que il a donc ce rapport très torturé à la foi, et ce cercle vicieux entre la chute et la réconciliation, c'est les Allemands qui y mettent un terme en 1944, quand Max Jacob, qui est toujours donc reconnu comme juif, est déporté à Drancy, et c'est là qu'il va mourir, et il accueille cette mort comme une forme de libération, puisque c'est là qu'il se sent à sa place auprès des martyrs, auprès d'autres jeunes déportés qu'il essaye d'aider, de divertir, et c'est là la réconciliation ultime, et c'est à travers cette mort qu'on lit et qu'on apprécie peut-être mieux son œuvre. C'est intéressant cette thématique de la libération. On la retrouve par exemple chez Simone Veil dans votre livre, et vous citez cette lettre qu'elle écrit, je crois, à un ami prêtre quelques instants avant sa mort. Elle dit « J'ai toujours cru que l'instant de la mort
est la norme et le but de la vie. Je pensais que pour ceux qui vivent comme il convient, c'est l'instant où pour une fraction infinitésimale du temps, la vérité pure, nue, certaine, éternelle entre dans l'âme. Je peux dire que jamais je n'ai désiré pour moi un autre bien. Il y a une libération dans la mort. Dans le cas de Simone Veil particulièrement, en tout cas. C'est vraiment une philosophe qui est obsédée par l'idée de la vérité pure nue, comme vous l'avez lu, et qui ne voit que dans la mort son salut. Et il se trouve que, d'après le témoignage d'une de ses amies, elle aurait accepté le baptême, même demandé le baptême, exclusivement sur son lit de mort, alors qu'elle s'était acharnée à le refuser pendant toute sa vie. Alors tour à tour, elle l'avait refusé, et puis on le lui avait refusé parce qu'elle avait une vision qui était très hétérodoxe du christianisme, précisément du catholicisme. Et à la toute fin, cette quête du salut prend le pas sur tout le reste. C'est ce qu'on retrouve chez beaucoup d'écrivains, Molière en particulier, qui est évidemment un cas d'école à ce niveau-là. Avec ce sursaut de la transcendance qu'on retrouve chez Molière, effectivement, et vous le racontez dans votre livre. On trouve également chez Rimbaud. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, à force de refouler le sacré, d'avoir refoulé le sacré tout au long de sa vie, eh bien finalement, ça nous revient en pleine phase, d'une manière ou d'une autre, au moment où on sent qu'on est sur la fin du parcours. Oui, tout à fait. Et puis peut-être particulièrement dans le cas des écrivains qui... on peut avoir le sentiment qu'ils sont confrontés à la mort ou au vide existentiel en continu, pour la simple et bonne raison que leur métier étant d'écrire, ils sont confrontés quotidiennement à l'angoisse de la page blanche. L'angoisse de la page blanche les fait se confronter au vide, donc qui est le vide de l'infini post-mortem, et qui est le vide qui précède la création. C'est en ça que, pour un écrivain peut-être en particulier, la mort n'est pas exclusivement une fin, c'est peut-être aussi un début. Alors je reviens à un autre auteur dont vous parlez, et on parle effectivement de cette question selon laquelle la mort n'est pas une fin, et c'est peut-être le début. Sur Péguy par exemple, vous dites qu'en mourant au front, je vous cite, en mourant au front, Charles Péguy poursuit son combat contre le pacifisme de ses anciens alliés socialistes, vent debout contre la perspective d'une guerre dans les années précédant 1914. C'est un début, il y a une continuité entre la mort de cet auteur et puis toute l'œuvre qui a façonné sa vie. Alors il y a un paradoxe Charles Péguy qui est que on a une lecture classique de la vie de Péguy qui est toujours très engagée, d'abord sur les bancs de l'école normale supérieure où il fait ses armes intellectuelles, ensuite dans les cahiers de la quinzaine où il publie tous les 15 jours des essais philosophiques, intellectuels, politiques. Il est de tous les combats de son époque, d'abord via le dreyfusisme, puis les socialistes, ensuite il se lance dans une sorte de croisade contre la modernité, revient au christianisme, et tous ces engagements-là vont se compiler, se réunir dans l'engagement ultime qui est l'engagement patriotique de la guerre de 14. C'est là qu'il meurt, et donc effectivement il y a une continuité qui est flagrante chez Péguy. Beaucoup y ont vu aussi une interruption tragique et peut-être absurde de son œuvre. On a le Péguy de chaque année qui venait nous donner des billes pour comprendre l'époque, et à partir de 1914, on n'en a plus. Beaucoup se sont interrogés, qu'aurait dit le Péguy de 1915, 1916, puis de l'entre-deux-guerres, et évidemment le Péguy de l'occupation. C'est ce grand vide, ce grand trou qui a fait qu'il a été assez facile de le récupérer, puisqu'on pouvait tirer de Péguy un peu tout, à la fois la fibre patriotique qui tendait vers le nationalisme, à la fois la fibre évidemment sociale, socialiste, chrétienne aussi, anti-moderne, révolutionnaire. Mais il y avait beaucoup de choses à dire sur Péguy, et cette interruption de son œuvre a laissé le champ libre à ceux qui ont voulu le récupérer. Précisément, Robin, vous dites également dans votre livre, je prends une autre citation, vous dites que la mort est une ultime signature de l'auteur, peut-être même la conclusion logique d'un grand travail d'écriture ininterrompu. Est-ce que, justement, et on le voit dans le cas de Charles Péguy, vous l'expliquiez à l'instant, est-ce que c'est la conclusion ou est-ce que c'est pas précisément le début d'autre chose ? Eh bien, il y a une citation qui est attribuée à Victor Hugo, qui n'est pas exactement lui, qui répondrait bien à cette question. C'est une citation qu'il tire de la mort. Alors je m'explique. Dans les années 1860... 1850-60, il est exilé sur les îles anglo-normandes parce qu'il est en très mauvais termes évidemment avec Napoléon III, qu'il appelait Napoléon le Petit. Il a été exilé et il passe ses soirées avec ses proches à faire tourner les tables, à faire des séances de spiritisme. Il s'adresse à des proches défunts, puis une fois qu'il a fait le tour de tous les personnages historiques à qui il voulait parler, il s'adresse à la mort.
et la mort lui dit ces mots. Tout grand esprit fait dans sa vie 2 œuvres, son œuvre de vivant et son œuvre de fantôme. Et c'est exactement comme si il y avait l'œuvre écrite qui est publiée régulièrement du vivant de l'auteur, et puis il y a la postérité qui est une œuvre à part, qui est le souvenir qu'on va garder d'un écrivain. Précisément, la façon dont on meurt, ou dont en tout cas meurent les écrivains, elle va jouer sur leur postérité. On dit parfois, trivialement, qu'il n'y a pas de héros sans une belle mort. C'est peut-être vrai. Je ne suis pas certain qu'il faille à tout prix qu'il y ait un enjeu immense à l'idée de réussir sa mort, dans la mesure où beaucoup ont eu des morts qui n'avaient peut-être pas grand-chose à dire, ou qui n'étaient pas spectaculaires, et ce qui les a pas empêchés d'avoir une postérité admirable. Je pense à Baudelaire, Balzac ou Jane Austen, qui est dans mon livre, qui n'ont pas eu d'immense fulgurance au moment de la mort, et pour autant en fait leur œuvre tenait d'une certaine manière toute seule. Elle était déjà suffisante pour offrir à la postérité quelque chose à lire. Il y en a qui malgré tout ont raté leur sortie de scène, si je puis dire. Eh bien, il y a ceux qui avaient prévu des dernières paroles et puis qui ne les ont pas, qui n'ont pas eu l'occasion de les prononcer. Il y a eu ceux qui voulaient être enterrés en grande pompe et qui n'ont pas eu le droit. On peut penser à Molière, qui a eu des funérailles assez paradoxales. Alors lui, c'est très particulier, Molière. C'est un cas particulier. Racontez-nous. Il a au moment de mourir, alors non pas sur scène, ni lui ni Dalida, puisque contrairement à ce que la légende a pu raconter, il meurt après avoir joué le malade imaginaire, et demande pendant son agonie à ce qu'on fasse venir un prêtre. Lui qui était pourtant l'anticlérical le plus en vue de la cour de Louis XIV. Il se retrouve sans prêtre, puisque ses serviteurs courent en chercher un, mais il est 23h, il refuse de se lever, et surtout pour les dernières volontés de Jean-Baptiste Poquelin, avec qui il n'était pas en bon terme. Ils vont voir un deuxième prêtre qui refuse lui aussi, un troisième qui finit par accepter, mais trop tard, Molière est déjà raide mort chez lui. Alors l'archevêque a décidé de mener une enquête pour savoir s'il fallait ou non enterrer de manière religieuse Molière. Il s'est trouvé qu'il avait effectivement déjà communié, et même récemment, qu'il avait tout fait pour abjurer sa profession et pour se confesser, donc il était de bonne volonté, mais c'était quand même assez dérangeant pour le clergé, cette histoire, donc il a fallu l'enterrer de nuit et secrètement. Seul le bouche à oreille a fait venir quelques 800 personnes tout de même pour ces funérailles. Pour un enterrement secret, effectivement, on a connu meilleure réussite. Exactement. Dernière question très rapidement, Robin Nitto. Ce qui est saisissant dans votre livre, c'est que vous avez un ton assez décalé, parfois peut-être même un peu ironique sur la mort. Est-ce que le message au fond, précisément, c'est que la mort, elle n'est pas forcément tragique ? Oui, je pense que c'est le message que nous apporte la littérature. Les écrivains étant tellement obsédés par l'au-delà, d'une certaine manière, qu'ils le disent pudiquement, qu'ils le taisent ou qu'ils le montrent, il y a une obsession qui se voit et qui nous invite, je pense, à réapprivoiser la mort. Merci beaucoup, merci Robin Nitto. La plume et le tombeau 10 écrivains face à la mort, c'est bien écrit, c'est à la fois profond et léger, c'est quand même une gageure. Merci beaucoup, quand on parle d'un sujet aussi sensible, aussi personnel. En tout cas, c'est à retrouver dès à présent en librairie. Merci Robin d'être venu nous parler de votre livre dans Point de vue. C'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. On revient bien sûr demain, toujours même lieu, même heure. Excellent après-midi à tous.